Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Sœurs de Sciences. Moi c'est Chloé. Et moi c'est Flavie. Ici on parle sororité, parcours de femmes et ingénierie. Aujourd'hui on parle aéronautique, militaire et quelques exclusivités de Passion Aéro. Mais avant ça, un petit point sur l'actu des assos et de l'école. Oui, et du coup on va commencer avec le BDS qui a proposé ce mois-ci aux étudiants une course au Salon du Bourget. Et cette course c'est l'Aérorun, c'est une course solidaire de 10 km et on peut courir justement parmi justement les avions et c'est super stylé. Et c'est tous les fonds qui ont été récoltés justement grâce à cette course vont être reversés à l'association Aviation Sans Frontières qui mène des actions humanitaires. Sinon, du côté de Pégase a eu un mois quand même pas mal chargé avec une intervention auprès de 130 CM2 à la fête des sciences, mais aussi une intervention auprès de 8 adolescents qui sont hospitalisés à l'HPV. Bravo pour tout ce que vous faites et merci beaucoup Pégase. Et on remercie aussi toutes les associations qui ont participé à l'Octobre Rose pour la levée de fonds d'Octobre Rose, notamment l'ESO, Pégase, Estacav, Guided Ways, Estacade, le BDS et le BDE. Réa vous remercie et on fait tout ce qu'on peut justement pour faire avancer la recherche dans le cancer du sein. C'est super. Et n'hésitez pas à donner. Oui. Même pendant le mois, mais hors du mois aussi, ça marche. Ça marche. Donc aujourd'hui, on reçoit Élodie Bruno, enchantée. Bonjour. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut te laisser te présenter ? Bien sûr. Élodie Bruno, j'ai 24 ans, je suis ingénieure aéronautique. Dans la vie de tous les jours, je travaille chez Safran à 80% de mon temps et à 20% de mon autre temps, du coup, je suis créatrice de contenu aéronautique, spatial et militaire sur les réseaux sociaux. Et donc, je vis de ces deux activités en parallèle. Et pour ma passion aussi pour le domaine militaire qu'on développera peut-être dans ce podcast, j'ai également une casquette de réserviste opérationnel dans la Marine nationale. Voilà. Donc, pourquoi tu as choisi l'aéronautique ? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller dans ce domaine ? Alors moi, je suis passionnée d'aéronautique depuis mon plus jeune âge. En fait, c'est arrivé par quelque chose d'assez improbable. Je suis pas du tout née dans une grande ville aéronautique ou près de l'industrie aéronautique ni quoi que ce soit. Moi, je suis née dans un petit village en Champagne-Ardenne. Par contre, ce petit village a la particularité d'avoir un aérodrome au bout. Donc déjà, depuis toute petite, j'avoue que j'avais l'habitude de voir passer les avions au-dessus du jardin en finale ou au décollage. Et en fait, un jour, j'ai vu un Rafale passer et j'avais 10 ans et je me suis retournée vers ma mère et j'ai dit mais c'est ça que je veux faire en fait. Mais quand je lui ai dit c'est ça que je voulais faire, je savais pas que c'était un métier en fait. Oui. Moi à l'époque, à 10 ans, je pensais que c'était plus, je voyais ça comme une activité quoi. Oui. Et la chance que j'ai eue à ce moment-là, c'est que j'ai ma maman qui était quand même assez avertie du métier et de ses spécialités, etc., de ses spécificités, etc. Et donc elle a pris le temps de m'expliquer que voilà, je pouvais en faire mon avenir et mon quotidien. Et en fait, depuis ce jour-là, ça m'a jamais quitté. Et mon rêve, moi, c'est de devenir pilote de chasse. Certainement pas de devenir ingénieure et créatrice de contenu. Enfin, ça, jamais je l'aurais imaginé à 10 ans, c'est certain. Mais c'était de devenir pilote de chasse. D'accord. Tout ne s'est pas passé comme prévu, mais peut-être qu'on en parle. T'as pas prévu de finir pilote de chasse finalement ? Et en fait, j'ai pas pu réaliser ce rêve. Moi, j'étais la première année de Parcoursup et contrairement à mes copines, moi, j'étais trop contente. Enfin, je savais quoi faire. Tout le monde était complètement paumé. Personne savait où aller. Je pense que ça a pas tant changé. Et c'est vrai que moi, en plus de savoir ce que je voulais faire et je savais ce que je voulais faire, comment le faire, et en plus j'avais le truc vraiment atypique qui était pas comme tout le monde quoi, c'est-à-dire aller en médecine ou aller en STAPS ou voilà. Et en fait un mois avant de faire mes vœux sur Parcoursup, j'ai une personne du recrutement qui me rappelle, parce que quand on rencontre ces personnes du recrutement des armées, on laisse tout le temps nos coordonnées en fait, et eux ils font des dossiers au sein de leur bureau. Et donc il me rappelle et qui me dit est-ce que Madame Bruno, est-ce que vous êtes toujours intéressée à l'idée de devenir pilote dans l'armée de l'air ? Du coup je dis oui, moi je mettais un maximum de chances de mon côté, c'était mon unique but quoi, je voyais que ça, je travaillais dur pour arriver à ça, je faisais du sport, c'est pas une obligation le pilotage, mais moi je m'étais dit que avoir quelques heures de pilotage, quelques connaissances de base, etc., ça pouvait toujours jouer en ma faveur. Donc j'avais commencé à piloter. Enfin, je bossais beaucoup mon anglais parce que c'est pareil, ça fait partie un peu des sélections.
Et jusqu'à ce moment-là où il me demande donc si je suis toujours intéressée. Oui. Est-ce que vous êtes toujours bonne en sport, en anglais, les notes à l'école, ça va, machin et tout. Ouais, complètement. Et là, la prochaine question qu'il me pose, cette personne-là, la particularité, c'est que je l'ai jamais rencontré. En fait, il avait récupéré mon dossier. Et la prochaine question qu'il me pose, c'est qu'il me dit, nous, on s'est jamais rencontrés, on s'est jamais vu, mais quelle taille vous faites? Je me suis dit, mais c'est pas possible, enfin, pourquoi ça va me suivre jusque quand ça? Et puis là, ça venait pas de ma mère, ça venait des personnes du recrutement. Je me suis dit, mais pourquoi on me demande ça, quoi? Bon, quand bien même, je savais que ça posait pas problème. Du coup, je dis, je fais 1m53. Et là, il me dit, sous un ton humoristique, va falloir manger de la soupe, va falloir grandir un petit peu parce que c'est 1m60. Mais comment vous dire que là, je suis à quelques semaines de faire mes vœux sur Parcoursup, que je n'ai pas de plan B, C, ou parce que moi, je veux faire que ça, qu'en plus, il y a cet aspect un petit peu de... moi, au départ, je le croyais pas, parce qu'on avait rencontré une quinzaine de personnes à qui on avait posé la question, on nous avait dit, il n'y a pas de problème, quoi. Et sauf que ça a soulevé quand même un petit doute, parce qu'il suffit d'une personne qui dit ça pour qu'on remette un peu tout en question, quoi. Et donc là, pendant les semaines qui restaient avant que Parcoursup ouvre, on a repris contact avec toutes les personnes qu'on avait rencontrées. Et là, en fait, on a commencé à voir que les gens, ils nous avaient dit ça en mode... je suis sûre que ça posera pas de problème, mais en fait, qu'ils n'avaient pas la valeur, la taille minimale exacte, quoi. Et en fait, ils ont commencé à se renseigner auprès des médecins militaires. Et donc, un jour, je reçois un mail, d'ailleurs, que j'ai toujours. Parce que, en fait, c'est à partir de ce jour-là que... tout s'est à la fois arrêté et tout a à la fois commencé. Et un médecin militaire qui me fait un retour en me disant moi je travaille à Percy, je fais passer les aptitudes médicales pilote et je suis dans le regret de vous annoncer que la taille minimale requise c'est de 1m60. Et bon, alors là, c'est pas comme si je faisais 1m59 et que je pouvais faire des séances d'ostéopathie avant pour gagner un petit centimètre ou quoi. Là, c'était niette complet, quoi. Mais ça a été une période hyper compliqué. Enfin, quand vous rêvez que de ça, c'est votre seule envie, que vous vous tuez pendant des années à tous les niveaux, en sport, en anglais, à l'école, à tout. Enfin, en fait, tout tourne autour de ça. Moi, toutes mes discussions tournaient autour de ça, mon quotidien tournait autour de ça, mon travail tournait autour de ça, et c'est hyper compliqué. En fait, c'est l'histoire d'un rêve brisé, quoi. Mais c'est pas un rêve que tu avais idéalisé, c'est un rêve que tu t'attendais à concrétiser, quoi. Et donc là, ça a fait très mal. C'était une période super, super compliquée. Et en fait, ce qui m'a sorti de ça, encore une fois, c'est mes parents. Puisque mes parents, ma mère, elle m'a dit... elle me voyait très mal. En fait, je voulais plus rien faire. Enfin, pourquoi faire? Pourquoi continuer à travailler? Je sais pas... les trucs, c'était... tire en prépa. Mais je vais... Pourquoi faire? C'était vraiment ça. Moi, chaque chose que je fais, c'est hyper important qu'il y ait un sens aux choses que je fais. Que je comprenne pourquoi je me donne tant de mal, quel est l'objectif. Et puis, je crois que c'est hyper important, en fait, d'avoir cet objectif et cette passion, cette envie, parce que c'est ça qui vous tient dans les moments où c'est plus compliqué. Et ce qui me restait dans tout ça, en fait, c'était l'aéronautique. C'était vraiment, moi, c'était l'aviation militaire, certes, mais l'aéronautique qui me passionnait. Et ça, c'était une certitude. C'était la dernière certitude qui me restait à ce moment-là, c'était que je voulais bosser dans l'aéro. Et donc, ça valait le coup d'avoir fait des salons étudiants à gogo. Je me suis retrouvée à taper sur Internet, et je vous jure, école aéronautique post-bac. Oui. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé, il y en a 3 qui étaient sortis, sans préciser ingénieur d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, je pensais pas à un métier, je pensais à quoi faire après, quoi. Et donc, j'ai les premières qui sont sorties, en fait, c'était Estaca, IPSA et ELISA. Aerospace. Mais ingénieur à 17 ans, en fait, ce serait hyper intéressant aussi d'avoir votre avis là-dessus, mais moi, ça me parlait, mais pas du tout. Pour moi, un ingénieur, c'était quelqu'un qui résolvait des grandes équations, qui solutionnait des problèmes, qui inventait des nouveaux avions. Comment vous dire qu'il y a 1001 personnes de mieux placées que moi pour faire ça. Entre nous, vraiment, je me voyais pas du tout faire ça. Et en fait, avec le temps, c'est justement en m'intéressant à l'Estaca, aux différentes spécialisations aussi qu'on pouvait avoir, et aux différents... Ils ont un truc super bien fait, là. Je sais pas si ça existe encore. Moi, il y avait un petit dépliant, là. Ça fait une petite carte comme ça, et c'est tous les types d'ingénieurs. Voilà. Et en fait, ça, c'est une mine d'or, parce que, effectivement, tu te rends compte que oui, il y a les ingénieurs...
comme je pouvais le dire à 17 ans, qui inventent les avions, qui conçoivent, etc. Mais tu as aussi des ingénieurs plus opérationnels dans la maintenance, dans les essais, machin. Et ça me correspondait plus parce que moi, je voulais quelque chose d'opérationnel, quelque chose sur le terrain, ça ressemble plus à ce que je suis. Donc, c'était pas forcément ce qui me faisait vibrer, mais je me suis dit, écoute, pourquoi pas, on va aller voir ce que ça donne. Et puis voilà, du coup, c'est comme ça que tout a commencé. Ouais. C'est un peu long l'histoire, mais c'est l'histoire. Une de mes questions, c'était pourquoi l'ingénierie ? Mais du coup, c'était pas ça l'objectif. Ah ouais, non, pas du tout, parce que vraiment, ingénierie, mais j'aurais aimé qu'on m'enregistre à ce moment-là quand je donnais la définition d'un ingénieur, parce que vraiment, ça me parlait pas. En plus, c'est tellement vaste. C'est ça. Définition en fait même aujourd'hui. Ouais, c'est ça exactement. Et puis je trouve qu'on se rend pas compte de la diversité du métier parce que c'est un métier sur lequel on communiquait très peu. Dans les entreprises aéronautiques, on montrait très peu. Et pour te rendre compte de ton métier, de ton environnement de travail, de à quoi ça peut ressembler, c'est compliqué, je trouve. Donc ton parcours, on a compris, il est un peu atypique. Vous pouvez l'écrire en 3 mots. Justement, ouais. Je dirais inattendu. C'est pas facile. En plus, vous m'avez envoyé des questions, mais je les ai pas préparées. Je me suis juste dit, ok, je vais savoir le faire, c'est tout. Hein, mais ouais, je dirais inattendu, pas commun, et j'espère inspirant, parce que c'est un peu l'objectif aussi des jeunes qui à la fois se cherchent, parce que moi, même si je pensais que tout était écrit, tout était tracé, je me suis retrouvée dans cette situation à me chercher et à plus savoir quoi faire de mon avenir. Et aussi pour les personnes qui voient ce rêve s'effondrer et ce qu'ils voulaient faire s'arrêter, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise, d'autres qu'on maîtrise pas, et peut-être que la vie est bien faite aussi, et il faut faire confiance parfois au destin, quoi. Donc ouais, je dirais ça. C'est pas très... Mais c'est efficace. Oui, mais du coup, tu nous parlais du fait que tu étais ingénieur et tu ne savais pas ce que c'était à l'époque. Mais nous, on veut savoir ce que tu fais en tant qu'ingénieur, du coup. Alors, aujourd'hui, je travaille chez Safran. Je suis ingénieur méthode. On nous appelle les méthodistes, plus pour les intimes. Et c'est super sympa parce qu'on est une équipe assez variée. En fait, on est à la fois des ingénieurs et des techniciens. Donc, on est des personnes avec plein de parcours différents, des personnes qui ont fait leurs études dans l'aéro, d'autres pas du tout, qui viennent de l'automobile et tout. Et ça fait vraiment une richesse d'équipe et de façon de réfléchir et de solutionner des problèmes hyper intéressantes. Et notre quotidien, donc nous, on est dans un bureau et en dehors de ce bureau, dès que tu en sors, en fait, c'est l'atelier. Et dans l'atelier, tu as toutes les personnes, tous les compagnons qui font la maintenance, l'entretien des trains d'atterrissage, à la fois d'avions et d'hélicoptères, et on a aussi des roues et des freins. On a une gamme, je pourrais pas te la détailler d'avions et d'hélicoptères, mais ça va notamment côté roues et freins, de l'hélicoptère, donc à la plus petite roue, jusqu'à l'avion de ligne aussi, donc de la roue beaucoup plus imposante. Et notre rôle, en fait, c'est principal. On a une mission principale, parce que vous allez voir, c'est vraiment un travail qui est hyper varié, c'est d'être en support de l'atelier. C'est-à-dire que le moindre problème qu'ils vont rencontrer quand ils sont en train de faire leur maintenance, ils vont venir nous voir parce qu'on est les référents techniques sur place pour solutionner leurs problèmes. Alors pour vous donner des exemples, ça va être ils savent pas comment réparer une pièce, ou ils n'arrivent pas à démonter 2 pièces qui sont assemblées, ou ils ont trouvé quelque chose d'inattendu qui a jamais été trouvé, donc ils vont nous appeler pour que nous on puisse faire des photos, qu'on remonte ça, qu'on fasse des analyses, qu'on essaye de comprendre s'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est passé en service. Ça va être vraiment notre mission principale. De faire aussi, de leur mettre à disposition toute la documentation pour qu'ils puissent faire la maintenance des équipements. Donc on va rédiger des gammes de travail, des fiches techniques, avec des mots assez simples, ce qu'on fait. Et après, on a plein d'autres petites tâches. On a une casquette un peu navigabilité, où chaque jour, on reçoit des consignes de navigabilité qui tombent. Les consignes de navigabilité, souvent, c'est parce qu'il y a eu un incident au service. Donc, on nous récapitule dans la consigne de nav, il est arrivé ça sur tel avion, etc. Et du coup, les conséquences, les actions qui en découlent, c'est, cet équipement, dès
qui vient dans votre atelier, il faut l'inspecter plus précisément ou ceci ou cela. Et donc, mais les consignes de navigabilité, ça touche tout. Ça peut toucher de la documentation, ça peut toucher l'avion de manière générale, ça peut toucher une pièce d'un train d'atterrissage qu'on peut traiter dans nos ateliers. Donc nous, on épluche chaque jour toutes les consignes de navigabilité qui tombent partout dans le monde pour voir si en fait ça peut ne pas concerner en fait un équipement. Et si ça concerne un équipement qu'on a, on met en place toutes les actions nécessaires, c'est réglementaire, pour la prendre en compte. On fait aussi de la modélisation et de la conception d'outillage. Alors on a des personnes qui sont un peu spécialisées là-dedans dans le bureau, donc moi j'en fais pas particulièrement, mais évidemment un train d'atterrissage c'est plusieurs tonnes, donc pour le manipuler, on a des bâtis, on a pour pouvoir maintenir certaines pièces pendant certaines opérations de maintenance, on a besoin d'outillage, et donc c'est notre bureau des méthodes qui est en charge de développer ces outillages-là. On fait des études de comportement aussi, c'est-à-dire qu'on va récupérer un certain nombre de pièces d'équipement qui ont le même âge pour voir au bout de temps, alors on ne parle pas en termes d'années, on parle en termes de cycle. Un cycle, c'est un décollage, un atterrissage. Donc, au bout de temps de cycle, comment se comporte l'équipement ? Est-ce qu'on avait imaginé qu'il allait vieillir comme ça, ou est-ce qu'il a beaucoup moins de défauts que ce qu'on aurait pu imaginer, ou beaucoup plus ? Et les défauts qu'on voit là aujourd'hui, est-ce qu'on sait les réparer avec la documentation actuelle, ou est-ce qu'il faut penser à développer des nouvelles réparations ? C'est vraiment un travail qui est hyper divers et varié parce que on est les seuls ingénieurs sur place déjà, et notre mission principale ça reste l'atelier. Il faut que tout se passe bien et que eux ils puissent travailler, et après à côté de ça on a ces missions annexes. Donc là je vous en ai détaillé 3, mais on en a encore plein d'autres, et en fait d'une journée à l'autre on fait pas du tout le même travail, quoi. C'est cool ça. Okay. Voilà, on va parler un peu irréaliste, un peu si tu pouvais participer à un projet, n'importe lequel, dans l'aéronautique, dans tout ce que tu veux, ce serait lequel ? En fait, étonnamment, c'est vrai que ce serait pas vraiment en tant qu'ingénieur. Je pense que ce serait plus dans la com. Enfin, en l'occurrence, le fait d'avoir ces doubles casquettes, ce serait plus dans la com où je rêve de certains tournages et tout. Là, ouais, j'ai forcément des rêves, mais plus que dans le métier d'ingénieur où là, c'est plus participer à l'arrivée d'un nouvel équipement, d'un avion qui peut me passionner, ou d'un futur programme militaire, ça j'aimerais trop. Okay. Je pense que ça pourrait être sympa. On fait une petite transition au niveau de ta place de femme dans ce domaine. Est-ce que tu as déjà rencontré des stéréotypes ou des obstacles liés au fait d'être une femme ? Alors, j'avoue que j'ai jamais trop donné d'importance à ça, parce que je pense aussi que plus tu donnes l'importance et plus effectivement t'as l'impression d'être entouré de remarques, de choses négatives à ce sujet, et en fait quand tu prends du recul, que juste tu kiffes ta vie, tu kiffes ce que tu fais, juste tu te dis moi je travaille dans mon domaine de passion, enfin peu importe ce qu'on me dise en fait, je m'en fiche. Après oui, il y a eu des remarques, et moi les premières fois en fait c'est arrivé en entreprise, c'est arrivé en stage, c'est arrivé, mais à l'Estaca, tu vois, jamais eu de problème là-dessus. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le plus souvent, c'est jamais factuel, c'est jamais direct, mais tu sais, c'est toujours tourné autour de l'humour. Oui. Et en fait, du coup, forcément, ça passe toujours mieux quand c'est sous le ton de l'humour, mais à chaque fois, t'as cette prise de recul de il m'a quand même dit ça, il est culotté et tout, enfin, tu trouves ça un peu déplacé. Bon, après, c'est vrai que moi, je donne pas trop d'importance à ça parce que y en a qui en jouent et ça leur donne du crédit, et franchement, s'ils ont que ça à faire dans leur vie, c'est triste pour eux, quoi. Mais là-dessus, je me suis jamais trop posé de questions, et je pense que le fait que je me sois pas posé de questions, il est principalement dû aussi au fait que quand je me suis orientée dans ce domaine, comme je vous avais dit, moi, j'avais jamais mis les pieds dans une entreprise aéro, dans une école aéro, donc en fait, je savais pas que c'était un domaine masculin. Moi je voyais que l'avion, si tu veux, qui me faisait rêver, mais j'en savais pas plus, quoi, au moment de m'orienter. Et en fait, c'est en arrivant la première fois à l'Estaca où effectivement j'avais remarqué qu'il y avait pas beaucoup de filles, mais juste je me souviens quand on était arrivé sous le hall là et que je vois tout le monde, je m'étais fait la remarque, mais j'en ai parlé avec personne, enfin ça m'a pas chamboulé ni quoi que ce soit, tu vois, mais juste je me souviens m'avoir fait la remarque. Mais du coup, toi, t'as fait
t'as fini ta formation et t'as commencé ta carrière. Selon toi, qu'est-ce qui pourrait encourager plus de jeunes femmes à s'orienter dans des filières plus scientifiques et techniques? Mais moi, je crois beaucoup en le rôle des ambassadrices. Enfin, en fait, quand on cherche... quand tu regardes des dessins animés, rien que quand t'es gamine, quand tu regardes des dessins animés, toutes les filles, si tu leur demandes qui les a inspirées ou c'est qui leur superwoman, elles vont pas te sortir un Batman, un Spider-Man, elles vont te sortir des filles en fait, parce que des filles inspirent des filles. Pourquoi? Parce que tu t'identifies plus facilement. Et le problème, c'est que toutes les figures emblématiques de l'aéronautique qui étaient mises en avant, parce qu'il y a eu énormément de figures emblématiques dans l'aéronautique et dans le militaire qui n'étaient pas mises en avant, qui étaient des femmes et qui étaient cachées et dont on ne parlait pas. Donc factuellement, toute la communication qui était faite et les pionniers de l'aéronautique, les as de la guerre, etc., c'était des hommes en fait. Et donc forcément, déjà quand t'as que des hommes qui sont mis en figure en avant, en figure inspirante, c'est plus compliqué d'inspirer des jeunes filles. Après, aujourd'hui, on commence à se rendre compte qu'il y avait aussi des pionnières dans l'aéronautique. On commence à communiquer, à dire qu'il n'y avait pas que des hommes dans les débuts de l'aéronautique, qu'il y a énormément de femmes également qui ont œuvré. Et aujourd'hui, je crois que la puissance niveau communication, c'est vraiment ça, c'est les ambassadrices, les figures inspirantes. Plus t'en mettras en avant et plus elles auront des parcours différents, des histoires différentes, et plus en fait tu arriveras à toucher des jeunes filles, parce que quelqu'un peut avoir été passionné par l'aéronautique dès son plus jeune âge, et donc il y a des jeunes filles qui vont m'écouter parler et vont dire mais moi aussi c'est pareil et tout. Par contre il y a une fille de 20 ans qui va m'écouter, qui va peut-être dire moi j'ai jamais été passionnée d'aéronautique et du coup c'est pas fait pour moi. Et il suffit d'une autre personne qui témoigne et qui dise mais moi la passion pour l'aéronautique c'est arrivé à 30 ans et j'ai fait une reconversion professionnelle et aujourd'hui je fais ça, et hop là t'arrives à l'attraper, tu vois. Et donc plus tu vas avoir d'ambassadrices comme ça différentes, avec des parcours, des histoires différentes, et plus en fait ça va être puissant, et je pense qu'on arrivera en fait à inspirer des jeunes filles, parce qu'aujourd'hui elles imaginent, la première image en fait c'est un homme qui vient quoi. Donc moi je crois beaucoup en ce rôle là des ambassadrices. La représentation et tout ça. Est-ce que toi tu as eu un modèle féminin, une femme Moi j'ai eu une femme qui m'a beaucoup inspirée, c'est Dorine Bourneton. Je sais pas si vous la connaissez, mais en fait, elle m'a beaucoup inspirée parce que c'est une femme qui rêvait de devenir pilote professionnelle. Et en fait, elle a eu un accident tragique en avion. Elle a eu un crash en avion d'Aéroclub. Et en fait, c'est la seule survivante. Et aujourd'hui, elle a perdu l'usage de ses jambes. Elle est en fauteuil roulant. Et en fait, du coup, son rêve s'est brisé, elle aussi. Et en fait, elle s'est battue pour faire bouger la loi, les règles, pour que les pilotes handicapés, et en l'occurrence paraplégiques, soient reconnus quand même en tant que pilote quoi, puissent avoir parce qu'avant si t'étais paraplégique, tu pouvais pas avoir ta licence de pilote ou quoi. Et en fait, c'est elle qui a fait par son combat et son histoire, qui a fait bouger les règles, la loi, et aujourd'hui grâce à elle, et toutes ces personnes-là sont reconnues, peuvent avoir leur licence de pilote, sont reconnues en tant que pilote. Et cette personne m'a énormément inspirée par son histoire, son combat. Et tu dis, elle a mené ça alors que toutes les personnes qui étaient dans l'avion avec elle sont décédées, quoi. C'est la seule survivante. Et elle était quand même relativement jeune quand elle a mené son combat pour faire bouger la loi et la réglementation à ce sujet-là, quoi. Mais aujourd'hui, c'est une grande pilote très connue, et elle fait de la voltige aérienne, quoi, en étant paraplégique. Ok. Truc de dingue. Ouais. Voilà. Franchement, une sacrée histoire. Et donc là, juste avant, tu me parlais du fait que les ambassadrices, ça pouvait aider les jeunes filles à s'orienter dans des métiers plutôt scientifiques et techniques. Mais du coup, c'est un peu ce que tu fais avec Passion Aéro. Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à le faire en fait ? En fait, moi, ce qui m'a poussée à le faire, c'est pareil, c'est mon histoire. C'est le fait d'avoir rencontré des personnes du recrutement, d'avoir posé des questions et d'avoir eu les mauvais renseignements, où je me suis dit, mais j'ai tellement pas envie que quelqu'un revive ça, revive ce désespoir en tout cas, probablement que quelqu'un revivra ce rêve brisé de pas devenir pilote de chasse, évidemment, mais en tout cas, je veux pas que ce soit pour cette raison, parce que, pour moi, c'était intolérable, c'est-à-dire que, on pose la question de cette taille. J'ai pas besoin de rencontrer un médecin militaire pour me dire que je fais 1m53 et que je suis trop petite pour devenir pilote de chasse. Tu vois ce que je veux dire ?
Enfin, ça devrait être autant que à l'époque, parce qu'aujourd'hui ça a changé, la vue, etc. On te disait t'as pas le droit de porter des lunettes, nanana, et tu peux pas devenir pilote. Bah, tu fais en dessous d'1m60, tu peux pas devenir pilote. Ça aurait dû être au même niveau, considéré au même niveau, quoi. Et en fait, j'ai commencé dans ma chambre à faire des lives Instagram où j'interviewais des personnes qui travaillaient dans l'aéronautique. Et du coup, plein de métiers différents. Parce que justement, moi, ça aurait été mon rêve de me rendre compte en fait de la diversité des métiers qui existaient dans ce domaine. Et je me suis dit, je vais aller chercher tous les métiers qu'on peut trouver, tous les parcours un peu atypiques qu'on peut trouver. Je vais les interviewer. Et je faisais ça du coup 2 fois par semaine, le vendredi soir et le samedi soir pendant 1 heure. Et je posais des questions aux personnes pour qu'ils parlent de leur parcours, de leur métier, de leur quotidien, qui donnent des conseils aux jeunes si jamais il y avait des concours, des sélections à passer, etc. Et ça a bien marché. Et en fait, tellement bien marché qu'une fois que le Covid était fini, les professionnels et du coup indirectement les entreprises avec qui j'avais commencé à bosser m'ont dit, avaient commencé un peu à m'inviter à leurs événements dans les entreprises en mode viens nous voir, viens nous rencontrer, machin. Et là c'est là où je me suis dit mais je vais faire évoluer le concept, je vais garder ce principe d'interview métier parcours et en plus de ça on va montrer parce que les dire c'était bien, ça a beaucoup marché et en fait avec le temps je me rendais compte que beaucoup de personnes n'avaient jamais vu à quoi ressemblait l'intérieur d'un atelier de maintenance, d'un atelier de prod, dans les murs de Safran, d'Airbus ou d'Assaut, à quoi ça ressemblait en fait. Et je me suis dit c'est quand même dommage de parler de métier, d'expliquer comment y arriver, mais que les gens ils ont aucune idée de à quoi ressemble l'environnement de travail, les outils de travail. Et donc c'est pour ça que j'ai fait évoluer le concept et aujourd'hui du coup je fais ces vidéos YouTube vraiment immersives dans les entreprises aéronautiques où je vais toujours à la rencontre des professionnels, mais en plus je les filme en train d'exercer leur métier, je leur demande de nous expliquer, finalement comme si tu faisais une journée immersion avec eux, quoi, et à travers une vidéo, quoi. Donc voilà comment tout a commencé, mais c'est pareil, c'est un peu avec mon histoire et ce que j'ai vécu, quoi. Ouais, c'est tout dans la suite en fait, c'est vraiment une bonne continuité de ton parcours. Okay. Et du coup, tout à l'heure, je te demandais, c'était quoi dans ta carrière, quel projet dans ta carrière professionnelle t'avais le plus aimé ou qui t'avait le plus marqué. Maintenant, je te posais la même question, mais avec Passion Héros. Une vidéo qui t'a marqué, une collaboration, des rencontres que tu as faites via Passion Héros, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Oui, tu fais bien de détailler parce qu'effectivement, il y a différentes choses. Enfin, tu vois, si tu me dis l'expérience en vol la plus folle, oui, il y a eu des choses. Enfin, moi, en 2021, quand on m'avait contacté pour faire le défilé aérien du 14 juillet dans un hélicoptère de l'armée au-dessus des Champs-Élysées, enfin, si tu veux, pour moi, c'était réservé que à TF1, France 2, enfin, aux grands journalistes, tu vois. J'étais en mode, ou alors aux grands youtubeurs, tu vois, Squeezie et tout. Tu te dis, ouais, le truc de dingue. Et donc ça c'était fou. Après, en termes de rencontres et de personnes que j'ai rencontrées, c'est pareil. En fait, ce que j'adore dans mes vidéos, c'est que ça va bien au-delà de l'aspect vidéo et de l'aspect aéronautique. À chaque fois, c'est une expérience humaine. Je rencontre des personnes incroyables. Souvent, sur les tournages, ça se passe super bien. On rigole. Enfin, ça crée des liens aussi humains et des super souvenirs. Et même des fois avec des grands chefs que du coup, là, tu te permets de tutoyer et me dire, hey, on se tutoie, machin. Et que c'est des personnes dans la vie de tous les jours. Si t'étais juste un G, c'est à peine si t'oserais tu lui dis bonjour, mais c'est à peine si t'oserais lui adresser la parole. Et du coup, en fait, tu découvres les personnes telles qu'elles sont vraiment et en dehors de leur casquette de chef d'entreprise et tout. Et ouais, je garde de super souvenirs avec des grands directeurs et qui en fait, j'ai tellement rigolé avec eux dans les tournages, c'était génial. Et j'ai aussi des parcours qui m'ont marqué. Alors voilà, ce qui est marrant, c'est que c'est surtout des jeunes femmes parce que je m'identifie à elles et je me souviens avoir interviewé une fille là qui bosse au remontage des trains d'atterrissage, pas du tout sur mon site, sur le site où ils font la production des trains d'atterrissage, et donc elle bosse sur l'assemblage. C'est pas le remontage, c'est l'assemblage du train d'atterrissage. Et alors tu la vois donc avec son chignon tout apprêté, toute maquillée, avec son petit accent en plus et tout. Et en fait, elle travaillait à la boucherie avant. Donc rien à voir. Moi j'ai dit mais alors comment t'en es arrivée là? Elle dit je travaillais à la boucherie et puis j'ai fait une reconversion professionnelle, puis aujourd'hui je suis en train de monter des trains d'atterrissage et tout, de les assembler, et je suis pleinement heureuse dans mon métier et tout. Et je dis mais
incroyable. Oui. Va faire le lien. Mais j'adore ce genre de parcours. Enfin, comme quoi tout est possible. Il n'y a pas un parcours type, quoi. Et ça m'a, ça m'a beaucoup marqué, ouais. Des rencontres comme ça. C'est finalement, tu as les expériences aéronautiques, mais tu as aussi l'humain. Oui. L'humain, ça. Si on était dans un monde où il n'y avait pas l'aéronautique, parce qu'on en parle depuis le début, c'est le sujet un peu, c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, mais dans quel domaine tu serais s'il n'y avait pas l'aéronautique? Et c'est assez marrant parce que ça, c'est un truc que je dis en off à ma famille, à mes collègues et tout. Mais j'ai jamais dit en interview. En fait, personne ne sait, outre mon cercle proche, mais je suis tout le temps en train de dire si de toute façon j'aimais pas l'aéronautique, qu'est-ce que j'aurais adoré faire agent immobilière. Rien à... Je m'attendais à plein de choses, mais pas agent immobilière. Ah non, mais vraiment, je sais pas, j'adore les maisons, j'adore visiter. Okay. Je suis sur le Bon Coin tous les jours. J'ai pas nécessairement besoin de maison. J'ai pas nécessairement besoin de maison, d'appart ou quoi, mais juste de regarder. Il y avait Stéphane Plaza qui avait une émission. D'ailleurs, pourquoi elle est plus là sur la 6? Il y avait je passais mes dimanches à regarder ça. Non, j'adore ça et je sais pas, aussi avec le fait d'être en contact avec les gens, de leur vendre, de mettre en avant et tout. Mais ouais. Je m'attendais pas à ça. Tu m'as dit si t'étais pas dans l'aéronautique, là je sors du domaine complet. Ah ouais, non, vraiment. C'est ça. Les animaux aussi. Mais bon, quand j'étais gamine, je voulais devenir vétérinaire, mais ça a toujours été de jeunes filles, voilà, c'est ça. Avant que l'aéronautique arrive. Mais... Ouais. Pareil, petite discussion un peu secrète. Est-ce que tu as un talent ou une passion immobilier mais cachée? Mais ça, c'est super dur comme question. En plus, avant de faire ce podcast, du coup, je l'ai dit à mon frère et à ma mère. Je dis, c'est quoi mon talent caché? Et là, il n'y a rien qui est sorti. Je suis pas super, pas de talent en fait. Tellement bien caché qu'on l'a toujours pas trouvé. Non, en vrai, si, il y a quand même un truc. Enfin, du coup, il y a deux choses qui sont ressorties. C'est que, alors c'est pareil, mais c'est trop drôle parce que moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de communiquer sur l'aéro. Donc les gens savent tout de ma vie, tout sur l'aéro et tout. Mais après, sur le reste, qui n'a rien à voir, ils ne savent rien. Donc là, ça va, les gens, ils vont être là en mode what? Mais je suis extrêmement forte en pêche à pied. J'adore la pêche à pied et je pêche le homard, les tourteaux, les araignées. Le week-end, je vais dans les rochers, les pattes dans la gadoue, à m'arracher d'ailleurs les mains parce que ça irrite énormément, mais je fais énormément de pêche à pied et je suis super forte. Encore un épisode. À chaque fois que j'y vais, c'est ça. Non, à chaque fois que j'y vais, je te ramène du homard, du tourteau, des ormeaux. C'est. Ok, d'accord. Ah, là, c'est un talent bien caché. C'est super drôle. Maintenant, on met la vidéo Instagram. C'est ça, ouais. On va faire passion pêche. On va faire passion chat, passion pêche, passion immobilier. Toutes les déclinaisons. Non, et passion féro aussi, pourquoi pas. On dit ça parce qu'on est toutes les deux en féro. Il y en a de l'Estaca qui font un Popilopo ou je sais pas quoi là. Oui, c'est avec Jérémy Séverin ou comment c'est son nom de famille? Ouais, c'est ça, exactement. Ils font plus trop maintenant qu'ils sont sortis de l'école. Faut relancer ça. Après, on a Mister Train. Ah oui, Mister Train. Oui, petite publicité pour Mister Train. Si vous aimez les trains, allez le voir sur Instagram. Putain, on est tous un peu pokés quand même. Il y a des choses à chercher. Il y a des petits secrets. Ouais. Mais maintenant, une petite question, ça dépend. Une petite question grande réponse. Oui. Est-ce que tu as un rêve ou un grand projet, enfin peut-être pas un grand projet, mais un projet que tu aimerais bien réaliser, que ce soit dans ta vie ou bien même professionnel ou personnel ouais, c'est vrai qu'il y a des tournages que j'aimerais trop. Enfin, mon rêve de voler en rafale, c'est vraiment mon rêve. Si franchement un jour dans un reportage j'arrive à faire ça, enfin la boucle est complètement bouclée, tu vois. Déjà le jour où j'ai fait le 14 juillet, je me suis dit, vous avez pas voulu moi, mais je suis là quand même. C'est ça. Genre, tu me fermes la porte, je rentre par la fenêtre, quoi. Donc quand même, ce sera une petite fierté ce jour-là.
donc ouais, il y a des tournages qui me donnent envie. Et après, c'est développer d'autant plus ma chaîne. Enfin, tu vois, si clairement je peux faire ça à 100%, c'est ce qui me fait vibrer au quotidien. C'est énormément de taf. Quand je passe des journées passion héros, ça me lessive complet. C'est à pas compter tes heures. Mais ça me passionne vraiment. Donc si je peux développer ça, développer des grands concepts. Là, tu vois, je suis en train de lancer un concept où on a fait le premier tournage où j'ai fait venir des abonnés avec moi sur le tournage. Et en fait, je les ai fait, c'est énorme, je les ai fait s'affronter sur 3 épreuves. Les 3 épreuves, elles sont en lien avec un métier aéronautique. Et à la fin, du coup, tu avais un gagnant de l'émission que j'ai appelé Top Job Aéro. Et du coup, on avait offert le lot. On avait offert à la personne 2 journées en professionnelle au Salon du Bourget, avec un accès privilégié au chalet de Safran où elle a pu déjeuner côté piste, voir les démos et tout, une visite privée du stand de Safran et tout, et ouais, tu vois, développer un peu ces concepts inédits qui ont toute leur place sur les réseaux sociaux, enfin sur YouTube, mais enfin ça a jamais été fait dans l'aéronautique, tu vois, enfin clairement. Donc ouais, ça, moi j'ai plein d'idées comme ça et franchement j'aimerais trop les développer. Du coup, le côté, non, vas-y. Non, j'allais dire du coup le côté immersion que tu veux absolument avoir dans tes vidéos, là pour le coup tu l'as vraiment en invitant des gens. Bah c'est ça, parce que c'est vrai que c'est sympa de vivre les trucs, mais quand tu les partages c'est encore mieux, tu vois. Franchement, moi je crois que je passe. Aujourd'hui j'ai mes équipes de cadreurs et de monteurs vidéo, et parmi ces gens-là, il y a mon petit frère entre autres. Et tu vois, le fait déjà de bosser avec son petit frère c'est cool, mais le fait en plus de pouvoir l'emmener, tu vois, faire le 14 juillet avec moi et tout, mais c'est énorme. Enfin moi je prends plus de plaisir à lui le voir faire ça, vivre ça, que vraiment à moi, c'est ça. Donc ouais, non, c'est cool. Et donc dans 10-20 ans, tu te verrais consacrer ta vie aux réseaux sociaux? Bah franchement, ouais, c'est mon rêve. Après, c'est pas facile, tu vois, parce que moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Enfin, déjà là, de me dire que je suis direct sortie d'école, j'ai négocié un 80% pour faire mon activité sur les réseaux sociaux en parallèle. Alors là, ça va se moderniser, ça va devenir de plus en plus à la mode. Mais moi, j'ai pas été élevée comme ça, et c'était pas du tout la mode quand je suis sortie d'école il y a 3 ans. Enfin, c'était pas encore développé, en tout cas pas dans nos domaines à nous. Et pour moi, c'était déjà le truc de ouf, tu vois, d'annoncer en plus à mes parents que je voulais bosser à 80%. Mais rassurez-vous, c'est pour bosser aussi à côté. Hein. Je commence pas à procrastiner, mais c'est du travail, c'est énormément de travail, ça me fatigue plus que tout. Mais j'ai une énergie pour ça qui est, c'est illimité, quoi. Okay. Donc là, on sort un peu aéro. Enfin, ça pourrait être de l'aéro. En fait, c'est comme tu veux. C'est toi qui vas décider. Est-ce que tu as un livre, un film, une œuvre, n'importe quoi que tu aurais à conseiller à ceux qui nous écoutent? Et bah du coup, les livres, là, la saga de Dorine Bourneton, moi je la trouve incroyable parce que ça met en plus en avant le côté humain. Enfin, ça va au-delà de l'aéro, quoi. Il y a ce crash évidemment, mais toute sa remise en question et son combat, en fait, la façon dont elle a construit ce truc et dont elle l'a fait évoluer. On a une rubrique dans le podcast où on parle des femmes, donc dans les sciences, donc je fais des recherches, les femmes actualité et les femmes du passé. Donc, au niveau actualité, le 8 octobre donc 2025, il y a eu 2 doctorantes de l'ENS Paris-Saclay qui ont reçu le prix Jeune Talent France 2025, qui s'appelle le L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Donc on les félicite toutes les deux. C'est Nawel Arab, qui est doctorante au labo système et application des technologies de l'information et de l'énergie. Et l'autre, c'est Léa Chocron, qui est doctorante au labo photophysique et photochimie supramoléculaire et macromoléculaire. C'est très précis. Donc, on les félicite toutes les deux si un jour elles nous écoutent. On leur enverra la vidéo dans un petit mail. Ensuite, il y a eu la fête de la science, ça je sais pas si tu l'as vu passer, du 4 au 14 octobre, qui met les femmes à l'honneur avec des ateliers, des conférences, des expositions. Et femme historique, c'est Donna Strickland, je sais pas si tu la connais. Non. Elle a eu le prix Nobel de la physique en octobre 2018 pour la transposition de la technique d'amplification par dérive de fréquences sur les lasers ultra courts. Oh waouh, super pointu, déjà trouver le sujet, je trouve ça incroyable. C'est la 3e femme de l'histoire à avoir reçu le prix Nobel de la physique. Wow. Et ben dis donc, c'est un sacré parcours. Hein. Ouais. Il y a 7 ans, il a 3e. La 3e, ouais. La première, c'est Marie Curie, la 2e, j'ai oublié son prénom. Mais c'était il y a plus de 50 ans, la 2e. Okay. C'est impressionnant. C'est super cool pour ces petites news là, actuelles et historiques. Surtout les 2 doctorantes. Félicitations à elles.
Là, on arrive à la fin de l'interview. J'espère que ça t'a plu. Franchement, super. Merci beaucoup pour votre invitation. J'espère que ça plaira aussi, que ça ira. En tout cas, moi, ça m'a plu. Ouais, moi, j'ai plein de choses. En plus, là, t'es toute jeune diplômée, mais t'as quand même un peu la carrière et tout. Donc, c'est un peu cool de voir un peu ce qui nous attend après les STACA. Donc, on espère que ça vous a plu, à vous aussi. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Oui. Salut tout le monde. À bientôt.